Je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont présents ce soir. Je tiens également à remercier Charles Dabonnet, notre guest speaker du jour. Et surtout, en premier lieu, je tiens à remercier le gouvernement du Canada, qui est l'organisme qui sponsorise cet événement, cet atelier. Donc, nous respectons que nous sommes sur le territoire du traité 6 et nous sommes reconnaissants de toutes les nombreuses Premières Nations, métisses, inuits et non-Premières Nations dont leurs traces ont marqué cette terre. Qui est M. Dabonnet? Déjà, savoir que ses domaines d'expertise sont santé publique et nutrition publique, déterminants sociaux de la santé, nutrition et santé globale ou santé internationale, santé des minorités et des groupes vulnérables, la planification, l'implémentation et l'évaluation de la santé, de l'intervention de la santé, puis bien évidemment l'éducation en santé. Charles Dabonnet holds a PhD in nutrition. In addition to his postdoctoral studies, he has obtained various certificates in public health and in nutrition in emergencies. He also holds a bachelor's degree in nutrition and food science, and also a master's degree in biochemistry. With a total of 20 years of work experience in the field of public health and nutrition, he was a food and nutrition biochemist, and at the National Public Health Laboratory of Burkina Faso, where he held the position of section head and department head. Professor at the University of Ottawa in the Faculty of Health Science since 2013. He has in charge several courses related to population health and public health nutrition. At the national and international level, he has conducted surveys, evaluations, and analysis on the social and behavioral determinants of health. In order to make recommendations for various international agencies, including the WFP in Haiti, author of several publications, he has conducted research with vulnerable and minority populations, including school-age children and Africans, Caribbeans, and Black communities in Canada, addressing health issues related to COVID-19, food insecurity, access to healthcare, HIV/AIDS. So thank you again for being part of our workshop today, and I will give you the floor. So thank you so much, Christelle. I'm very happy and delighted to be here this afternoon. When you asked me to have this presentation with you, it was like a very big question because related to healthy eating for seniors, this is a very, very large theme, and I'm not sure that this is something that we can cover just in 45 or 1 hour. So what I'm going to have with you today is just to have a kind of discussion around this theme. And also, I would like to thank all of you being here. What I noticed at the beginning of this meeting is that all of us, we look like we are Francophone.
Le français is my first language, so I think I will be more comfortable having this presentation in French, so I will switch. Even if the PowerPoints are in English, I will do the presentation in French, and then if we have any issue or question, so I will try to answer. So I'm very happy that I have this opportunity to present in French. So healthy eating for seniors, how and why is it so important? Alors, je ferai une brève introduction pour présenter un peu quelques éléments de base, puis parler de l'importance de la saine alimentation, et puis comment est-ce qu'on peut finalement y arriver. Et à la fin, on pourrait avoir une séance de questions ou de discussions. Mais ce que je voudrais aussi, c'est que cette présentation soit le plus interactif possible, si bien que j'aimerais que vous interveniez à tout moment. Si vous avez des préoccupations, des idées, des commentaires, ben, n'hésitez pas à le faire. C'est pas quelque chose que je veux où on aura juste une présentation, un monologue et puis à la fin une période de questions. C'est pas vraiment ce que je souhaite. Alors, ceci dit, en guise d'introduction, je présente ce graphe pour dire que la population canadienne, de façon générale, est une population qui est vieillissante. Les statistiques montrent que environ une personne sur 5 je vais dire, est âgé de plus de 65 ans. Et on peut voir avec ce graphe-là que c'est une tendance qui va continuer, de telle sorte qu'à l'orée autour des années 2030, on aura près d'un quart de la population canadienne qui sera âgée de plus de 65 ans. Et parlant de ce groupe-là, bien entendu, les personnes âgées, il faut inclure les personnes âgées de notre communauté. Et ce qui est encore préoccupant, c'est que dans le groupe des 65 ans et plus, ben, il y a une forte proportion des gens qui seront âgés de 80 ans et plus. Pour dire que c'est une population, oui, qui est vieille, mais la proportion de ceux qui sont encore plus âgés, 80 ans et plus, va en grandissant. On regarde ici, en 82, on parlait de taux de 2%. En 2036, on parle de presque 8%. Et non seulement les 80 ans et plus augmentent, mais en plus de ça, ils ont une proportion importante dans le groupe des 65 ans et plus. Alors, on s'entend que nos communautés africaines également, on va se retrouver dans ces statistiques. Je ne les ai pas désagrégées, enfin, je ne les ai pas obtenues désagrégées, mais ça peut nous donner une idée quand même de ce qui peut être notre population âgée africaine. On peut tout de suite penser que lorsque les personnes, on a des personnes âgées, on va les retrouver peut-être dans les résidences pour personnes âgées. Okay? C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas trop vrai pour nous, nos populations, parce que culturellement, en tant qu'Africains, on a tendance à garder nos parents à la maison. Mais si on regarde les statistiques, près de 90% des gens qui sont âgés de 65 ans et plus vivent encore chez eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que vivre chez soi, lorsqu'on est une personne âgée, ben, ça implique qu'il y a un certain nombre de défis auxquels il faut faire face quand on habite chez soi. Les personnes âgées de 65 ans et plus éprouvent le plus des questions de santé et on rapporte que plus de 40% vont rapporter un certain nombre de défis auxquels ils font face, des défis de santé bien entendu, que ce soit des problèmes liés à la vision, à la mémoire ou encore à la surdité, des défis liés à la communication, la mobilité, encore l'agilité ou encore les douleurs, puis les capacités d'adaptation en termes donc d'apprentissage, et puis aussi des problèmes psychologiques sont autant de défis auxquels peuvent faire face les personnes âgées. Du coup, donc ces questions de santé, oui, j'en ai parlé, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir entre la nutrition et la santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer? Et là, bon, je vais poser ma première question dans le groupe ici. Est-ce que la nutrition et la santé, finalement, c'est qui influence qui? Est-ce que c'est la nutrition qui influence la santé ou bien c'est la santé qui influence la nutrition? Et pourquoi est-ce que peut-être vous avez ce point de vue-là?
Je l'ai dit là, prenons ça comme étant une discussion ouverte. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour qu'on puisse discuter. Oui, c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et la poule. On ne sait pas qui vient en premier parce que quand on atteint un certain âge, forcément, on doit changer son régime alimentaire. Mm-hmm. Et c'est clair que le régime alimentaire aussi influence sur l'état de santé qu'on peut avoir. Mm-hmm. Donc, bon, s'il fallait de manière chronologique, on dirait que la nutrition vient avant la santé, je pense. OK. Donc, c'est vrai que c'est quand même une tricky question. Est-ce qu'il y a un autre commentaire, un autre point de vue par rapport à ça? Ou bien, oui, je prends pour acquis que tout le monde est d'accord avec Hervé. La nutrition a un grand impact, mais par contre, ce que je trouve, c'est que quand on n'est pas dans un contexte ou une ville ou un endroit qui est carencé, la nutrition, quand on se nourrit normalement comme un peu tout le monde, il n'y a pas de problème qui se pose. C'est quand il commence à y avoir certaines carences dans des coins où il y a plus de telle chose que telle autre chose, là, ça affecte vraiment la bonne santé. Okay. Donc, ça a un grand impact. Par exemple, un bébé qui est carencé, qui ne prend pas le lait maternel, mm-hmm. et puis en le nourrissant, soit par ignorance, on ne lui donne pas tout ce dont il a besoin, soit vraiment par un manque. Là, on voit que vraiment il y a des problèmes de malnutrition qui entraînent de graves problèmes de santé. Tout comme quand on mange, surtout l'accent c'est de mettre sur la variété. Quand on mange varié, ça va, ça passe et tout ça. Mais quand on se dirige vraiment vers plus un seul type de nourriture plutôt qu'un autre, là, on voit des problèmes apparaître aussi. OK, super. Alors, je pense que c'est une bonne discussion déjà de départ et puis on peut partir avec ça parce que tous les éléments que vous avez abordés se complètent l'un dans l'autre là. Parce qu'effectivement, la nutrition peut influencer l'état de santé des individus, mais en même temps, l'état de santé aussi peut influencer la nutrition. Si vous ne vous alimentez pas correctement, ben c'est sûr que vous allez mettre à mal votre état de santé, pardon. De la même manière, si vous n'êtes pas en bon état de santé, ben c'est sûr que cela va avoir un impact sur votre statut nutritionnel. Je pense que l'exemple que Charlotte a pris tout à l'heure, un enfant qu'on ne nourrit pas, par exemple, peut-être au lait maternel, il peut ne pas avoir tous les nutriments dont il a besoin pour être en santé. Donc, il va se retrouver dans une mauvaise santé. Mais en même temps, un enfant qui est dans une mauvaise santé, par exemple, il peut avoir peut-être un enfant qui fait de la diarrhée, par exemple. Le fait qu'il fasse la diarrhée peut faire qu'il va avoir un mauvais statut nutritionnel. Pourquoi? Parce que les nutriments qu'il a dans son organisme, il peut les perdre et puis ne pas pouvoir les remplacer parce qu'il manque d'appétit et autres à cause de son état de santé. Et du coup, son état nutritionnel ne sera pas optimal. Donc, c'est pour ça que c'est comme un cercle où la nutrition impacte la santé et la santé à son tour aussi impacte la nutrition. Donc, c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on se retrouve. Maintenant, pour la saine alimentation pour les personnes âgées, est-ce qu'il y a un certain nombre de facteurs et déterminants qu'on peut regarder? Oui, on pourrait regarder par exemple les déterminants sociaux de la santé. Alors, vous voyez ici, on a la santé au milieu avec tous ces déterminants, la culture, le genre, l'éducation, etc., etc. Est-ce que vous pensez que la nutrition pourrait être remplacée par ce qu'on a ici, là, la santé? Est-ce que ces éléments qui sont tout autour là peuvent influencer également l'état de nutrition d'un individu? Je pense que vous me direz certainement oui, parce qu'on peut remplacer effectivement la nutrition par l'état de santé, étant donné qu'on voit que la nutrition peut être influencée par l'état de santé et vice-versa. Donc, que ce soit la culture, les environnements sociaux dans lesquels on est, le développement de l'enfant, l'accès aux services sociaux, etc., etc., ils peuvent influencer l'état de nutrition d'un individu.
Et pour ces facteurs, il y a différents types de déterminants, okay, pour la saine alimentation. Il y a des déterminants qui peuvent être identifiés au niveau individuel, à savoir donc l'âge, le genre ou encore le sexe, le niveau d'éducation, d'autres facteurs socio-économiques, l'état de santé ou les problèmes physiologiques, les problèmes psychologiques de chaque individu, les conditions de vie, les connaissances, les attitudes, les croyances, les comportements, tout cela sont des attributs individuels qui peuvent affecter l'état nutritionnel ou les saines habitudes alimentaires. Donc, si les gens sont, je veux dire, quand les gens deviennent de plus en plus âgés, plus les gens prennent de l'âge, tous ces facteurs que j'ai énumérés vont avoir un impact sur l'état de santé de ces personnes-là. À côté de cela, de ces comportements, il y a d'autres comportements de vie qui peuvent aussi avoir un impact sur l'état de santé, à savoir donc la consommation de la cigarette, la pratique de l'activité physique, le statut marital. Okay. Est-ce qu'on vit seul, est-ce qu'on vit en couple? Et puis, bien entendu, la culture. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui nous parle en tant que bon Africain, entre guillemets. Et à côté de ces facteurs individuels, il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à la détérioration de nos sens et de certains processus biologiques au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. Par exemple, nos capacités à voir, nos capacités à entendre et puis nos capacités à sentir, okay, qui sont liées juste à nos sens. Et ça peut avoir un effet sur notre appétit. Et on sait que c'est l'appétit qui va nous emmener, en tout cas c'est le premier élément qui va nous conduire à aller chercher par exemple à manger. Il y a aussi les médicaments que nous prenons lorsque nous gagnons de l'âge qui peuvent avoir donc un impact aussi sur notre acuité gustative par rapport aux aliments, et puis d'autres conditions physiologiques et biologiques comme la condition dentaire, c'est-à-dire l'état de nos dents, le soin de nos dents ou encore de nos gencives, ou encore la sécrétion salivaire même, qui peuvent avoir un impact sur la manière dont nous broyons, nous mangeons les aliments, ou encore des éléments liés à la digestion comme notre capacité à avoir les enzymes pour la digestion de nos aliments. Tous ces processus vont avoir un impact sur le contrôle de la satiété, parce qu'il y a beaucoup de transmetteurs neurologiques qui vont plus ou moins guider comment est-ce qu'on a faim, comment est-ce qu'on est rassasié. Et ça va avoir un impact sur l'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire le métabolisme de notre énergie, qui peut changer et diminuer au niveau de la personne âgée. Et ça va conduire à des problématiques qu'on appelle l'anorexie physiologique liée à l'âge. Alors, les personnes anorexiques, généralement, lorsqu'on en parle, c'est un peu un désordre un peu neurologique qui pousse les gens à ne pas s'alimenter et puis donc à perdre du poids. C'est pour ça qu'ici, on met entre guillemets pour les personnes âgées, ce n'est pas tant un problème neurologique, ce n'est pas un désordre alimentaire en tant que tel, mais le fait qu'on prend de l'âge, on va devenir anorexique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appétit, on perd du poids, et ça c'est dû au fait que nous sommes en train de vieillir et qu'il y a des processus ou des sens qui sont altérés. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires jusqu'à la date, ou ça va pour l'instant? J'avais une question. Je me disais, je comprends que les sens comme l'odorat, le goût puissent jouer un rôle, mais l'audition, comment est-ce que ça peut jouer un rôle? J'essaie de voir. OK. Si par exemple, parce que vous savez, il y a tellement de facteurs, de phénomènes qui entourent l'alimentation. Au-delà juste de prendre la nourriture et la mettre en bouche. Par exemple, aller au restaurant, vous pouvez être découragé d'aller au restaurant ou bien d'aller faire de l'épicerie ou aller faire les courses parce que vous avez un désordre fonctionnel comme par exemple l'audition, par exemple.
Ça peut être aussi banal que ça. Ou bien, je vais dire, le fait que vous avez une perte d'audition, les situations où vous pouvez, par exemple, aller interagir avec les gens. Parce qu'on le verra un peu plus tard, ce sera des stratégies pour dire comment est-ce qu'on peut améliorer son alimentation. C'est aller rencontrer des gens, aller dans des communautés. Et souvent, ces éléments-là, de façon indirecte, vont vous amener à un état de santé qui n'est pas... Donc, c'est comme ça qu'on pourrait prendre cet exemple-là. Okay? Alors, donc, toutes les activités qui entourent finalement, et je pense que ça rejoint un peu ce que vous avez soulevé, Charlotte, toutes les activités qui entourent la saine alimentation sont influencées par votre état de santé, mais aussi vos habiletés fonctionnelles. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent promouvoir la saine alimentation, comme votre habileté à vous procurer des aliments, par exemple. Ça, c'est une habileté fonctionnelle. Est-ce que vous êtes capable de cuisiner des plats qui sont nutritifs? Est-ce que vous pouvez vous alimenter vous-même? Est-ce que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez vous alimenter dans un environnement qui est plaisant à consommer? Ou bien est-ce que des aliments qui sont appétissants sont à votre disposition? Donc tout cela, ce sont des éléments qui peuvent influencer votre capacité à vous nourrir sainement. Alors, ça, c'était des déterminants individuels. OK? C'est des déterminants qui sont liés à l'individu. Mais il y a aussi d'autres déterminants qui sont un peu plus larges que l'individu. Et donc, ça va toucher le contexte familial, le contexte social ou le contexte économique dans lequel nous sommes. Par exemple, l'étiquetage nutritionnel. L'étiquetage nutritionnel, ce n'est pas vous qui étiquetez les aliments que vous allez acheter au supermarché. Ça, c'est des politiques qui sont mises en place par les gouvernements. Mais en même temps, quand on met aussi ces étiquettes-là sur les aliments, il faut qu'on éduque les gens par rapport à cela. Est-ce que ça prend quoi? Ça prend des programmes qui peuvent être développés par des villes, par des municipalités ou encore par le gouvernement. Donc, c'est quelque chose qui est au-delà de votre contrôle. OK? L'environnement dans lequel vous êtes, est-ce que c'est favorable pour aller acheter des aliments? Par exemple, est-ce que vous avez une épicerie près de chez vous? Est-ce que les autobus sont là pour vous y conduire? Ça, c'est des éléments à prendre en considération. Les messages publicitaires en ce qui concerne la saine alimentation, la sensibilisation, comme par exemple ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Après, chacun va partir en fonction de ses individualités, voir comment il applique ce qu'il a entendu aujourd'hui. Est-ce qu'on a le support social qu'il faut? Le support social, ça peut être, est-ce que dans la communauté, on a des choses qui nous permettent de nous supporter mutuellement? Ce que DDI organise aujourd'hui, c'est une manière d'apporter un support social aux communautés en leur donnant, par exemple, des stratégies, leur parlant tout simplement de la saine alimentation des personnes âgées. Là. Est-ce qu'on a des stratégies de livraison d'aliments dans la communauté? Tous ces facteurs peuvent influencer la prise alimentaire, la saine alimentation chez un individu et donc avoir un impact sur son état de santé pendant que la personne est en train de prendre de l'âge. Alors, ça, c'était un peu des choses un peu générales. Maintenant, parlons de l'importance de la saine alimentation. Les éléments que je vais aborder maintenant rejoignent plus ou moins quelques éléments que j'ai déjà abordés en arrière. Alors, la saine alimentation, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante si nous voulons vieillir bien, si nous voulons vieillir en santé. On l'a vu, il y a un lien entre l'état de santé et l'alimentation. Une saine alimentation va nous permettre non seulement de rester en santé, mais aussi d'être assez vigoureux, assez fort. Et ça, c'est important pour maintenir notre indépendance, c'est-à-dire pouvoir faire nos courses. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes âgées, au-delà de 90% vivent chez eux. Et on aimerait être indépendant le plus longtemps possible. Et ça contribue à une meilleure qualité de vie. De façon plus spécifique, une saine alimentation nous permet d'avoir un poids santé, ne pas être en sous-poids ni en surpoids, parce qu'on a des fourchettes qui sont définies par rapport à cela. Promouvoir et protéger notre santé et notre bien-être. Produire ou du moins fournir de l'énergie et les nutriments qui sont essentiels au maintien de notre santé, mais aussi permet aussi de prévenir ou encore de diminuer les risques qui sont liés aux maladies cardiovasculaires.
Si on prend par exemple les maladies du cœur ou encore les AVC de ce monde que nous connaissons, encore le diabète de type 2, ce sont toutes des maladies chroniques qui sont liées à notre mode de vie. Et quand on parle du mode de vie, il y a, je veux dire, la cigarette, la pratique de l'activité physique aussi, mais il y a une grande partie qui est aussi influencée par notre alimentation. Et puis la saine alimentation permet aussi, on le verra, plus on gagne de l'âge, on perd du muscle, on perd aussi de la masse musculaire. Mais comment est-ce qu'on règle ça? On va régler cela en ayant une saine alimentation. Et ça donne un organisme qui est un peu plus fort, c'est-à-dire les os sont plus forts, on a des muscles qui sont plus forts, ce qui va nous prévenir de chutes qui peuvent engendrer peut-être des fractures. Et on sait qu'à un certain âge, c'est plus difficile de recouvrer de ce genre de blessures que si on est jeune. Donc, c'est des choses qu'on peut déjà prévenir en ayant une saine alimentation. Donc, vous voyez la pertinence de cette saine alimentation-là. Alors, c'est sûr que quand on vieillit, il y a beaucoup de changements auxquels il faut faire face, qui peuvent justement nous emmener à faire que se nourrir de façon saine ou s'alimenter de façon saine peut être un défi majeur. Par exemple, la sensation de faim, c'est quelque chose qui diminue quand on avance avec l'âge. Et c'est lié à tous les facteurs que j'ai cités tout à l'heure. On peut ne pas être tout simplement intéressé par la nourriture. Et ça aussi d'autres changements au niveau de notre organisme qui font qu'on va s'éloigner de la nourriture. Par exemple, l'âge peut avoir un impact sur notre appétit, je l'ai dit. Nos sens du goûter, de l'odorat. Souvent, quand je parle de cela, là, l'été est fini, là. Mais peut-être que quelqu'un pourrait témoigner. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent d'être en train de vous balader dans la rue et puis vous sentez le barbecue de quelqu'un et puis tout de suite, arrivé chez vous, vous allumez aussi votre barbecue? Okay? Donc, vous voyez comment est-ce que l'odorat seulement peut vous inciter à manger un repas. Vous pouvez faire un repas. Si vos sens sont bien fonctionnels, ben, ça peut vous encourager à de la prise alimentaire. Donc, vous voyez que les sens, là, de façon anodine, peuvent avoir un impact sur notre mode de consommation. Impact sur la digestion. Notre habileté à bien mâcher les aliments. Parce que Dieu nous a fait, il nous a donné les mâchoires, les dents, tout ça. Dès qu'on met un aliment dans la bouche, pourquoi est-ce qu'on ne l'avale pas tout de suite? On doit le mâcher. Pourquoi? Parce qu'il faut le couper en petits morceaux. C'est tout un processus pour que l'organisme puisse absorber les nutriments. Donc, si vos aliments ne sont pas bien broyés déjà dans la bouche, il y a beaucoup de nutriments que vous allez perdre. Parce que quand ça va arriver dans l'estomac ou dans l'intestin, ça sera encore sous forme de gros morceaux. Et puis, il y a des choses qui vont tout simplement pas passer là. Pensez souvent lorsque nous sommes en train de préparer une pâte de farine et qu'on écrase et qu'on fait passer à travers un tamis. Si ce n'est pas bien écrasé, il y a beaucoup d'affaires qui vont rester dans le tamis. Si c'est bien écrasé, ben, tout va presque passer. Donc, c'est comme ça qu'on peut imaginer un peu les aliments que nous broyons dans la bouche. Souvent, l'âge peut faire que c'est difficile de se rendre à l'épicerie, je l'ai déjà dit. Passer du temps en train de cuisiner, passer beaucoup de temps en train de cuisiner, avec l'âge, ça peut être quelque chose de très difficile. Souvent, il y a des repas qu'on aime, mais ça demande beaucoup plus de temps. Quand on prend de l'âge, on ne peut plus le faire. Ou encore, notre possibilité d'aller faire l'épicerie, préparer pour nous-mêmes, donc les plats que nous aimons, ou tout simplement manipuler, je veux dire, tout ce qui est ustensile ou encore des aliments qui sont dans des boîtes, des cannes. Tout ça, ça peut être des choses qui sont très, très difficiles à un certain âge. Donc, voilà des choses qui peuvent impacter négativement notre alimentation. Et puis, il y a des changements aussi sur notre mode de vie. OK? Et ça, c'est la conséquence de quoi? Par exemple, on peut avoir moins de revenus. Moins de revenus, on s'entend. On est en train de parler des 65 ans et plus. 65 ans et plus, c'est vers la retraite. Et quand vous partez à la retraite, là, je pense que ce n'est pas la période où vous devenez le plus riche, là. OK? À moins que vous êtes bien préparé pour cette retraite. Mais les conditions de travail dans lesquelles vous travaillez, surtout pour nous autres communautés noires ou minorités, dans ces conditions dans lesquelles nous sommes, souvent la retraite peut être très difficile. Manger seul,
Pourquoi? Parce que peut-être les parents sont partis, pas les parents, les enfants ont quitté la maison, et qu'on était avec un conjoint, et puis malheureusement, un conjoint, une conjointe qu'on a perdu. Donc souvent, on vit seul. On doit prendre soin de quelqu'un souvent. Ça peut être des personnes âgées qui vivent ensemble. Vous devez prendre soin l'un de l'autre. Est-ce que vous avez quelqu'un qui va vous aider à faire la cuisine? Non. Est-ce que vous avez changé de maison parce que vous étiez dans une maison avec tous les enfants? Après, ils sont partis, il faut que vous changez la maison. Imaginez un peu toute la charge émotionnelle qu'il y a dans cette maison. Vous avez tout bâti, vous aviez une grande cuisine ou une petite cuisine, ça dépend. Mais vous allez dans un autre endroit où c'est une autre cuisine. Tout ça, ça peut influencer votre désir de vous faire à manger ou pas. Ou bien, il faut que je dois cuisiner maintenant peut-être pour 2 personnes, alors que j'étais habitué à préparer pour toute une grande maisonnée. Tout cela, ce sont des facteurs liés au style de vie qui peuvent influencer d'autres modes d'alimentation. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Il y a aussi des changements au niveau de notre santé qui, normalement, quand on prend de l'âge, si notre état de santé change, ça veut dire que parallèlement, on va prendre des médicaments. Plus on prend de l'âge, plus on va consommer les médicaments. Or, les médicaments, ils ont aussi des effets secondaires qui peuvent impacter justement l'acuité au niveau du goût, mais aussi l'appétit. Donc, vous voyez que c'est comme une situation assez complexe où, oui, il faut bien prendre les médicaments pour cette question de santé, mais en même temps, ça va aussi avoir un impact sur des éléments qui vont favoriser une saine alimentation. Mais peut-être ces problèmes de santé, si on peut les prévenir en ayant une meilleure alimentation avant, ben, c'est du tout bon pour nous, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Parce que si vous vous retrouvez en train de prendre des médicaments parce que vous avez une condition chronique que vous êtes en train de régler, donc ça va diminuer votre appétit ou vos prises alimentaires, mais il se peut que cette condition chronique, vous ayez pu la prévenir avant si vous aviez une saine alimentation. Donc on est encore dans un cercle qui nous rattrape à un moment donné. Alors, la malnutrition est un continuum parce que rendu à cela, on va arriver dans des situations de malnutrition, mais c'est quelque chose qui va commencer par un élément ou du moins un point vers un résultat qu'on ne souhaite pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'acuité gustative ou encore l'appétit. Ça va commencer par cela. Donc, si vous manquez d'appétit, ça veut dire quoi? Ben, vous allez consommer moins d'aliments. Si vous consommez moins d'aliments, ben, vous allez ingérer les nutriments dont vous avez besoin là, de façon inadéquate. Et la conséquence de cela, ben, c'est par exemple la perte de poids. Et cette perte de poids, c'est lié à quoi? À la perte de masse musculaire. Donc, vous voyez que c'est comme un continuum dans lequel on passe d'un point à un autre. De façon générale, lorsqu'on prend de l'âge, nos besoins vont diminuer en énergie, en protéines et puis en plusieurs autres nutriments. Les nutriments étant les éléments individuels qu'on trouve dans notre alimentation et c'est eux qui vont aller dans notre organisme. Mais pourquoi est-ce qu'on observe ces changements? Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre masse musculaire diminue. Si la masse musculaire diminue, on aura tendance d'avoir des besoins en protéines qui seront plus faibles. On va pratiquer moins d'activité physique. Donc, bien entendu, on aura moins besoin d'énergie. Ou bien, l'absorption intestinale peut aussi diminuer dû à des problèmes de santé, à l'utilisation des médicaments, mais aussi tout simplement au vieillissement parce que une cellule qui est vieille ne va pas fonctionner au même degré d'efficacité que une cellule qui est jeune. Donc, vous voyez, ce sont ces facteurs physiologiques ou biologiques qui peuvent influencer justement nos besoins en énergie, en protéines et en certains nutriments. Et ça, c'est vraiment très important de considérer cela. Pourquoi? Parce que quand on veut évaluer la nourriture que
comme si vous allez rencontrer, par exemple, un nutritionniste qui va regarder ce que vous devez consommer comme nourriture. Pour évaluer la nourriture, ou du moins ce que vous mangez comme nourriture, on va dire c'est quelle quantité de calories que vous consommez. Okay? Généralement, c'est entre 2000 et 3000, c'est selon, mais les hommes, c'est autour de 2500 et puis les femmes autour de 2100. Okay? Donc, on va dire, chaque jour, vous devez consommer telle quantité de calories. Mais la quantité de calories, c'est sur l'ensemble de ce que vous avez mangé dans la journée. Donc, on va regarder, est-ce que vous avez pris cette quantité de calories. Mais les calories, ce n'est pas ça seulement qui se trouve dans votre alimentation. Dans ces calories que vous prenez, il y a d'autres éléments qui sont des nutriments qui ne sont pas forcément des calories. Ça peut être des vitamines, ça peut être des minéraux, ça peut être même un certain nombre de protéines, même si on utilise les protéines et autres pour calculer les calories, mais on va regarder est-ce que vous mangez telle protéine. OK? Donc, si la quantité de calories qui est consommée chez quelqu'un au fur et à mesure qu'il devient âgé diminue, ben, du même coup, ben, les autres nutriments qui viennent avec toute cette nourriture aussi vont diminuer. Donc, si votre quantité de calories que vous consommez diminue, ben, vous allez avoir aussi une diminution d'un certain nombre de nutriments qui sont très importants pour votre santé et pour votre organisme qui vont diminuer également, de telle sorte que vous serez loin des recommandations. Parce que oui, il y a de gros tableaux qui existent où, en fonction de votre âge, de votre sexe, on va vous dire, et en fonction de la pratique de l'activité physique que vous faites, on va vous dire quelle est telle quantité de nutriments que vous devez consommer. Il y a des tableaux qui existent pour cela. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que je peux tout simplement pas me rappeler des chiffres qui sont dans ces tableaux-là. Alors, là, on a vu tous les problèmes. OK, il faut bien manger et autres. Voilà, on a vu les problèmes que ça peut causer. Ici, j'aimerais voir avec vous quelques éléments pour nous permettre de discuter un peu. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cette saine alimentation, ces saines habitudes alimentaires, surtout lorsque on devient senior. Alors, je commencerai par ce concept que vous avez certainement entendu, qu'on entend tous les jours, on en parle, la sécurité alimentaire. Pour pouvoir arriver à s'alimenter convenablement, là, il faut être en sécurité alimentaire. Et quand on parle de sécurité alimentaire, il y a 4 grandes dimensions. À savoir donc la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. Ce sont ces 4 éléments-là qui nous amènent à un état nutritionnel, bon ou mauvais, dépendamment du fait que nous sommes en sécurité alimentaire. Et là, j'aimerais avoir une discussion avec vous pour vous donner un peu la parole par rapport à ça. Quand on parle de disponibilité, d'accessibilité, d'utilisation et de stabilité, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que vous avez des exemples que vous voulez partager en lien avec ces 4 dimensions-là? Et puis, si je vous demandais, est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité alimentaire? Quelle que soit l'interprétation que vous donnez à cela, qu'est-ce que vous me direz? Oui ou non? Donc, parce que je parlais un peu quand même pour arriver ici rapidement, pour voir qu'on peut avoir une discussion ici. Bon, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce qu'on est en sécurité alimentaire? Oui. Bon, peut-être une petite pression. En Afrique ou en Amérique du Nord? Je veux dire ici, là, on est en train de parler de nous, présentement, ici, là. Okay. Quand je vous demande, vous, en tant que... Est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité alimentaire? Et dites-moi pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité alimentaire? Ou vous êtes en insécurité alimentaire et dites-moi pourquoi vous pensez que vous êtes en insécurité alimentaire. Et puis après, ça sera rose, oui. Oui, je pense que je suis en sécurité alimentaire. OK. Parce que en ce qui concerne la quantité, la qualité, la disponibilité, je pense que ces paramètres sont couverts. Sont couverts, voilà. Mais j'avais une autre question. Oui. Je ne sais pas si c'est le bon moment de poser la question ou bien il fallait que j'attende. Non, posez la question à tout moment. Oui. Je voulais savoir parce que en Amérique du Nord, justement, la nourriture est beaucoup manufacturée comparée en Afrique.
ou c'est vraiment encore très... Est-ce qu'un Nord-Américain ou bien quelqu'un vivant en Amérique du Nord qui s'alimente à la façon nord-américaine est mieux que quelqu'un qui vit en Afrique et qui se nourrit à l'africaine? Vraiment, tout est frais, bio, pas de pesticides, etc. Est-ce que si on fait un comparatif, quelle est l'option qui, je vous dis, prendra dessus? OK, d'accord. Alors, je pense que cette question-là, et ça relève vraiment de la complexité de la question de l'alimentation, s'alimenter bien et autres, parce que vous avez soulevé un point essentiel, à savoir donc les produits manufacturés. Et je pourrais même ajouter encore un mot dessus pour dire les produits ultra manufacturés. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on fait des campagnes pour sensibiliser les gens contre la consommation d'un certain nombre de produits alimentaires qui sont manufacturés, parce que la manufacture, là, fait que on va ajouter des éléments dans la nourriture qu'on a transformée qui ne sont pas favorables à une bonne santé. Pensez tout simplement au sel. OK? Il y a beaucoup de produits qu'on va transformer. Pensez à tous ces jambons, ces saucisses de ce monde. Quand vous mangez, c'est très, très, très salé. Souvent, on va ajouter ces produits-là parce qu'on veut les conserver. On veut les conserver, on pourrait regarder sous un aspect pour dire, ben, ça c'est bien parce qu'au moins on évite le gaspillage, on peut stocker des aliments. Mais ces aliments-là, il ne faut pas les consommer non plus en quantité exagérée. Parce que si vous faites de cela votre alimentation, comme par exemple les frites, par exemple, quand vous allez acheter les frites au McDo, là, ben, on va toujours ajouter du sel. Dans certains restaurants, vous partez, on va vous vendre des frites, on ne va pas mettre du sel. Tout cela, ce sont des aliments qui sont plus ou moins manufacturés. On le fait avec quoi? On le fait avec de l'huile. On va griller, mettre de l'huile dedans. Pensez à tous ces aliments qu'on transforme, pour lesquels on ajoute tous ces produits-là. Et donc, ça peut avoir un effet négatif sur l'état de santé. Mais en même temps, les nutritionnistes vous diront que dans l'alimentation, il y a aussi le plaisir de manger. Le plaisir de manger, ça peut être que j'ai envie de manger des frites aujourd'hui. On ne va pas vous interdire de manger des frites. Vous êtes toujours en train de manger des hamburgers. On va vous dire, mangez cela de temps en temps. Pour revenir à notre chère Afrique, vous allez voir qu'on parle de transition nutritionnelle. C'est-à-dire que dans nos populations en Afrique, on a tendance à voir les gens qui sont en train de lâcher petit à petit notre alimentation traditionnelle vers cette alimentation qui est de plus en plus moderne. Mais celle-là, ce n'est pas celle-là qui nous donne forcément tous les nutriments dont on a besoin. Vous allez aujourd'hui au McDo, vous achetez un sandwich, on vous donne un gobelet et on dit allez-y vous servir le Pepsi autant que vous voulez. Mais le Pepsi que vous buvez là, peut-être que ça aurait été bien de prendre juste un jus de fruits naturel ou un verre d'eau tout simplement, plutôt que de prendre cette bouteille de Pepsi qui va vous envoyer rien que du sucre. Et le rien que du sucre, là, c'est des calories. Et ce sont ces calories-là qui vous amènent à la prise de poids. Mais de temps en temps, vous pouvez prendre un Pepsi pour agrémenter le plaisir qu'il y a à s'alimenter. Donc, vous voyez que oui, avec l'alimentation nord-américaine, peut-être qu'on peut nourrir les gens, mais il y a des risques qui sont forcément liés à cela. Notre alimentation africaine, elle est bonne, autant qu'elle est biologique et autres, mais les problèmes qu'on a souvent là-bas, c'est la quantité d'aliments dont on a besoin pour nourrir convenablement les gens. Et tous ces éléments que j'ai décrits ici, là, vous allez les retrouver dans les 4 points qui sont ici, les 4 dimensions de la sécurité alimentaire. Je ne sais pas si ça... Oui, ça fait du sens. OK. Merci beaucoup. OK. Il y a Rose qui avait la main, puis j'avais vu aussi Bernabé. Rose, d'abord. Merci. Alors, moi, j'ai dit oui. Je dis oui pour l'insécurité alimentaire. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà dit qui rencontrent mon point de vue à partir de la fabrication de nourriture, le mode, la façon dont le marché est en train de tourner là, c'est toujours vers ce qui est, comme on dit, préfabriqué, qui a beaucoup de sel, beaucoup de sucre
Et dès qu'on dit quelque chose est bon, c'est beaucoup d'huile, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Alors, c'est bon dans la bouche. C'est bon, c'est très bon dans la bouche. Mais pour notre corps, c'est vraiment mauvais. Et le problème avec tout cela, c'est que on est dans un cycle c'est comme on se retrouve avec moins de choix, les choix qui sont bons, on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça, moi, je pense que l'insécurité alimentaire, c'est vrai, et surtout quand on vieillit, et vraiment, on n'a pas le choix. On mange ce qu'on nous donne, donc on se retrouve vraiment dans une mauvaise situation. Merci. Non, je pense que merci beaucoup, Rose. Je pense qu'il y a un point que vous avez soulevé. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup de sel et autres, parce que quand on met dans la bouche, c'est bon. Mais justement, c'est ce que l'industrie agroalimentaire utilise. Parce que eux, ils veulent se faire de l'argent, là. OK? Si vous voyez qu'on a développé aujourd'hui des Pepsi Zero, des Pepsi et autres, c'est parce que les gens, ils ont besoin de vendre. Donc, ils vont trouver toujours des stratégies pour qu'on consomme, je veux dire, leurs produits. Et puis, c'est des grandes quantités d'argent qu'on injecte. On fait passer à des économies d'échelle. On va développer de grandes quantités parce que plus on vend en quantité, plus on peut le vendre moins cher. Je l'ai dit là, vous allez aujourd'hui dans n'importe quel restaurant aujourd'hui de fast-food, là, que ce soit les Subway, Subway, en tout cas, au moins on a beaucoup de légumes là-bas, mais les Burger King, les McDo de ce monde, il suffit juste que vous payez pour vous donner un gobelet. On vous donne un gobelet. Puis vous allez vous abreuver comme vous voulez avec toutes ces maisons, ces boissons gazeuses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé, mais vous l'avez dit, c'est bon dans la bouche. Donc, et ça s'acquiert. C'est des choses qui se développent. Déjà, dès le bas âge, si les enfants sont habitués à ça, ils grandissent avec cela. Monsieur Charles, pour votre brillante présentation. Oui, je tenais à dire un mot sur ce point, sur le point de l'insécurité alimentaire. Peut-être pour aller un peu à l'encontre des autres, je me sens plutôt en insécurité alimentaire. Oui, puisque, bon, le premier pilier, la disponibilité y est. Le second pilier, l'accessibilité y est. Et mon problème commence au troisième pilier, l'utilisation. Et là, c'est là où je sens toute mon insécurité. Parce que, bon, peut-être, je ne sais pas, vous auriez là des suggestions pour nous. L'utilisation, peut-être ma compréhension de l'utilisation ici, c'est bon. Oui, on a beau distinguer le bio et le manufacturé. Peut-être, nous avons du bio qui est disponible, on a des légumes. Mais bon, à quelle fréquence, comment l'utiliser? Peut-être j'entends ici par utilisation, dans mon esprit, cela m'a renvoyé à la discipline alimentaire. Faudrait-il, quand j'ai donc du bon aliment, faudrait-il je voulais dire, un rythme précis pour éviter que même le bon aliment soit consommé en excès? Peut-être dans mon cas, et parfois, je me rends compte aussi, parfois avec le boulot, on stresse un peu, on tourne et on a besoin de mâcher dans l'intertemps et tout ça. Donc, voilà le point où je voulais un peu que vous m'édifiez. Okay. Je sens mon insécurité sur le troisième point d'utilisation. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y avait une autre question? Parce que la question de Robin, je vais l'aborder quand je vais parler un peu plus en détail des éléments qui sont là. Est-ce qu'il y a... Moi, j'allais dire qu'en termes de sécurité alimentaire, je pense que je suis en sécurité alimentaire. Mais le grand problème que nous avions ici, c'est le gaspillage. Et je vois aussi que les gens ont déjà abordé les aspects qui sont liés à la transformation alimentaire. Hein? Est-ce qu'avec toutes ces transformations-là, parce que nous avons l'habitude d'avoir des nourritures qui sont déjà pré-cuites, préfabriquées, facilement préparables. Il faudrait qu'on essaie de voir à travers cette discussion d'aujourd'hui comment on peut nous aider à utiliser de façon équilibrée tout ce que nous avions à notre disposition. Et pour moi, l'accessibilité est là, mais comme nous parlons aujourd'hui des personnes qui sont âgées 65 ans et plus, à leur niveau, je peux dire que
on peut parler d'accessibilité parfois réduite, compte tenu du fait que tu as déjà évoqué tous ces problèmes de ressources financières et surtout dans nos communautés, on n'est jamais bien préparé. On n'est jamais bien préparé pour gérer cette retraite qui est un stress, et puis avec tous les déterminants que tu as évoqués, la vie seule, le départ des enfants, tous ces éléments-là sont assez compliqués. Et même si nous avions la disponibilité de tous ces aliments-là, que ce soit bio ou tout ce qui est non bio, c'est disponible. Mais maintenant, est-ce qu'on peut faire, nous orienter un peu pour faire un bon mixage pour qu'on puisse avoir quelque chose d'équilibré? Hein? Parce que souvent, je connais nous, les gars de l'Afrique, on va consommer excessivement de la viande. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Et je crois qu'à la fin, j'aurais aimé qu'on essaie de voir, est-ce qu'en fonction de la population âgée de 65 à tel âge, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre l'accent pour pouvoir se maintenir en équilibre? Merci. OK, d'accord. Ben, merci beaucoup. Je pense que ces points-là, dans les diapositives qui vont suivre, on pourrait avoir cette discussion et puis peut-être vers la fin de la présentation aussi, parler justement des stratégies et puis comment est-ce qu'on doit orienter notre alimentation pour pouvoir couvrir nos besoins sans forcément mettre je vais dire, notre santé en risque là. Je vois une autre main qui est levée. Est-ce que c'est une main qui était déjà levée Oui, je profite pour appuyer fortement ce que M. Barnabé vient de dire. Je vais rajouter d'autres éléments. Je me sens en sécurité alimentaire, mais je vais y revenir parce que le point que M. Barnabé a soulevé, je trouve que c'est très important. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une suite parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas suffire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir. J'ai pensé la même chose. Une seule séance ne va pas suffire. Parce que je vois seulement, nous en tant que... il y a beaucoup d'idées qui me viennent en même temps. Donc, au niveau de l'accessibilité, on parle de personnes âgées. Donc, je me dis, tiens, avec notre organisme, peut-être qu'il faudrait penser à voir comment permettre aux personnes âgées principalement à avoir accès à de la nourriture, faciliter les livraisons et tout ça. Ça, c'est une chose. C'est que M. Barnabé a dit par rapport à ce qui est transformé, ce qui ne l'est pas. Moi, c'est surtout la nourriture. Nous, on est africains. La nourriture qu'on va acheter souvent, on mélange les deux, on va acheter des nourritures africaines. Mais ce qu'on achète là, dans les épiceries asiatiques souvent, et puis il y a d'autres. Certainement qu'il y a une conservation et puis une préparation, c'est quand même semi-transformer ces choses-là, c'est pas de frais. Comment se retrouver et puis quels critères peut-être on peut utiliser pour dire voilà, quand je vais à une épicerie, dans une épicerie africaine, si je vois telle chose, ça doit normalement, le temps de conservation, les agents, qu'est-ce qu'on met là-dedans pour que nous permettre de les. Ça, c'est une chose. Bon, l'autre chose aussi, c'est que moi, je trouvais que comparativement, quand on regarde juste les recettes des Blancs, entre guillemets, je peux dire, des Blancs et puis les nôtres, c'est tellement, les ingrédients sont tellement différents parce que nous, quand on cuisine avec peu de choses. Et qui sont les mêmes et qui ne sont pas si mauvais que ça. Et puis quand on voit les recettes dans les alimentations des Occidentaux, je peux dire, il y a de la crème, il y a de la farine, il y a plein de choses que nous ne mettons pas non plus dans nos nourritures quand on prépare. Donc ça, c'est un aspect. Or, nous, on se retrouve, c'est de voir qu'est-ce que dans notre nourriture, moi je vois quand on prépare, là on prépare avec beaucoup de choses qui sont plus saines que autrement. Qu'est-ce qu'on peut diminuer, qu'est-ce qu'on peut enlever pour
avoir cet équilibre alimentaire-là qui nous manque parfois parce qu'on prend beaucoup de poids, les portions sont énormes, on prend comme les féculents, quand on a de la semoule, on prend des grosses... C'est vraiment... Parce que vraiment, quand on regarde comment on cuisine, on se dit, waouh, on cuisine assez bien. Mais qu'est-ce que dans assez bien-là, qu'est-ce qu'on doit diminuer pour nous permettre d'atteindre ce qu'il faut au niveau d'une bonne nutrition? Alors, attends. Donc, moi, j'ai dit que moi, je me sentais en sécurité alimentaire parce que d'abord, je peux me déplacer moi-même pour aller faire mes achats. Okay. Je choisis, et puis avec les peu de notions qu'on glane au niveau de la nutrition, ça et là, en lisant, en écoutant et tout ça, on finit par se dire une nourriture variée, beaucoup de légumes, beaucoup de ça, et puis qu'est-ce qu'il y avait, et je cuisine moi-même. Donc, je vais très, très peu au restaurant, je vais très peu, j'achète très peu transformé, mais il faut dire que l'état de santé aussi, parfois, nous dicte certaines choses qu'on doit faire. Donc, ça, c'est une chose, mais ce qui est vraiment important, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on ait une suite à ça, c'est vraiment par rapport à notre nourriture. D'abord, avoir des informations nutritionnelle sur notre nourriture africaine, hein, la nourriture africaine qu'on utilise, avoir vraiment des bonnes informations, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça apporte. Moi, je trouve ça vraiment très important. Et nous dire aussi comment pouvoir conjuguer ça avec la nourriture, la façon de cuire européenne, allons chercher des choses qui sont intéressantes. Parce que, en tout cas, bref. Je reviens sur ma fameuse image et vous voyez comment est-ce que ça a suscité beaucoup de discussions autour de cette définition de la sécurité alimentaire. Parce que la notion de sécurité alimentaire, c'est quelque chose de très, très, très complexe. C'est plusieurs choses qui doivent avoir lieu ou du moins qui doivent être présentes en même temps. Donc, la notion de la disponibilité, on est tous d'accord que on est dans un contexte ici où la nourriture est disponible. OK? Peut-être si on regarde par rapport aux différents pays où nous venons, on regarde les villages dans lesquels nos communautés se trouvent, la question de la disponibilité peut être un problème majeur. Aujourd'hui, si vous voulez manger tel type d'aliments, pour ce que je sais, si vous êtes dans la région de la capitale nationale ici, ça ne devrait pas poser de problème. La nourriture est disponible. Souvent même, on le dit, des aliments qui ne poussent même pas ici, qui poussent dans nos pays là-bas, on les retrouve ici. Donc, au niveau de la disponibilité, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça l'aspect fondamental, un des aspects fondamentaux de la sécurité alimentaire. Et quand on regarde dans les pays où vraiment il y a la famine et autres, c'est que la nourriture est déjà disponible, elle ne l'est pas. Ensuite, il y a l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, également, vous l'avez pris en compte pour dire, oui, moi j'ai accès. Mais cette accessibilité-là, c'est sur plusieurs aspects. Il y a l'accessibilité physique. Et puis, il y a aussi l'accessibilité économique. OK? Donc, on a dit que c'est disponible. Mais c'est pas parce que c'est disponible que c'est accessible. Vous pouvez partir au magasin puis, ou à l'épicerie, et puis il y a des aliments que vous voyez, puis vous passez, vous faites comme vous ne les avez pas vus là. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez tout simplement pas les acheter. Parce que ça coûte trop cher. Vous allez faire trop de calculs mathématiques pour voir est-ce que je l'achète ou pas. Parce que c'est cher. Et ça, c'est encore dans la situation d'inflation dans laquelle nous sommes, ça devient encore quelque chose de très, 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 très délicat. Et je pense tout à l'heure quand Rose parlait, puis aussi Bernabé, des personnes âgées, souvent, c'est à ce niveau-là aussi qu'ils peuvent avoir un problème. Ils ne peuvent pas se déplacer pour aller acheter la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est loin. Pendant l'hiver, pensez un peu comment c'est difficile d'aller à l'épicerie. Donc, l'accessibilité peut être problématique ou bien qu'on ne peut pas l'acheter. Et puis, on a parlé de l'utilisation. Mais une fois que c'est disponible et que c'est accessible, et puis on l'a maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça nous amène à toutes les combinaisons qu'il faut faire et autres, parce qu'il ne suffit pas juste de l'acheter puis venir déposer à la maison. Et là, ça va prendre toutes sortes de stratégies, de formation, de connaissances. Là, on dit que non, il faut qu'on continue parce que ce n'est pas suffisant. Parce que oui, ce n'est pas suffisant. Moi, je prends juste un aliment. Voilà, vous avez ma bouteille d'eau ici. Je peux vous la présenter. Il y a une étiquette dessus.
l'étiquette nutritionnelle. Mais pour que je puisse utiliser de façon efficace ma bouteille d'eau, il faut que je sache lire ce qui est là et que je sache l'interpréter. Donc, il y a cet aspect qui est l'utilisation, là, qui est lié à ça. Mais ça peut être tout simplement vos habiletés de cuisine. Est-ce que vous savez cuisiner? On vous dit non, cet aliment-là, il est bon. Mais est-ce que vous savez le cuisiner? Est-ce que vous savez le cuisiner de telle sorte que vous puissiez le consommer? Donc, vous voyez que ces trois aspects liés à la sécurité alimentaire sont trois aspects fondamentaux, mais tous ces trois aspects-là, ils doivent être frappés par le quatrième, à savoir donc la stabilité. Donc, pour être en sécurité alimentaire, il faut que la nourriture soit disponible tout le temps, il faut que ce soit accessible tout le temps, et il faut que vous puissiez l'utiliser tout le temps, convenablement. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être facile pour tout le monde? Non. OK? Souvent, on a comme des hauts et des bas, dépendamment de l'accessibilité, la disponibilité ou encore l'utilisation. Donc, la notion de la sécurité alimentaire ou la sécurité alimentaire, c'est quelque chose dont on va essayer de se rapprocher le plus possible. Oui, on va y arriver en tant qu'individu, mais quand on va regarder peut-être au niveau communautaire ou bien au niveau de groupe, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être plus difficile à atteindre. Yeah? Donc, quand on essaie de se mettre dans un mode de saine alimentation, il faut constamment penser à ces trois-là. Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que je l'utilise bien? Et puis, est-ce que ces trois éléments-là sont stables? Il fait donc les 4 dimensions qui vont me donner un meilleur état de santé. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va avancer, on pourra parler des éléments que vous avez évoqués. Comme on appelle, Rose a parlé tout à l'heure des aliments qui viennent de chez nous et qu'on va retrouver par exemple dans les magasins asiatiques et autres. Peut-être on ajoute des choses à l'intérieur et autres. Ça, c'est clair que je ne peux pas vous donner une réponse toute faite par rapport à ça. Mais étant donné que nos aliments que nous consommons doivent être contrôlés par des systèmes qui existent ou des règlements qui imposent un certain nombre de critères avant qu'un aliment ne soit mis sur le marché. Et vous avez tous ces organismes, les Santé Canada de ce monde, les agents de santé publique et autres, qui, eux, normalement, ce sont eux qui doivent veiller à la qualité des produits qu'on nous vend. C'est la même chose pour les médicaments. OK? Les médicaments, quand on utilise, après, on peut se poser des questions, mais est-ce que ces médicaments, il est bon et autres? Mais ça va passer par un certain nombre de processus. Après, on se rend compte que le médicament, finalement, il a des effets secondaires. On dit, retirons-le du marché. Donc, normalement, ces aliments qu'on vend dans nos épiceries, lorsque c'est des aliments frais, ils sont censés être des aliments frais qui arrivent tout simplement du champ. Les aliments bio, ils sont censés être des aliments bio. Donc, la première des choses que moi, en tout cas, je recommanderais, et vous l'avez bien dit, si on peut s'éloigner des aliments transformés, c'est ce qu'il faut faire. S'éloigner le plus des aliments transformés. Les aliments transformés, si on doit les consommer, les utiliser, Bernabé a parlé des aliments qui sont déjà tout prêts, qu'on prend, qu'on utilise. Ce n'est pas mauvais d'utiliser ces aliments, mais comme je l'ai dit, on a dit que c'est l'exagération qui nuit toujours. Même l'eau, simplement, si vous buvez l'eau de façon exagérée en une soirée, là, je pense que vous risquez d'avoir des douleurs au ventre, là, alors que c'est juste de l'eau que vous avez bu, là. Donc, les aliments transformés que nous utilisons, regardons, c'est quoi leur contribution en termes de tel nutriment lorsque nous consommons de façon journalière et sur le long terme. Ces aliments transformés, on l'a dit, il y a souvent beaucoup de gras à l'intérieur, il y a beaucoup de sel à l'intérieur. Souvent, vous bouffez juste une petite quantité et puis ça couvre déjà en grande partie la quantité de sel que vous devez consommer toute la journée. Donc, si vous continuez de consommer encore d'autres aliments qui ont plusieurs quantités de sel, au bout de la journée, vous allez dépasser la quantité de sel que vous êtes censé consommer. Parce que pour vous remplir, il faut consommer ces aliments en grande quantité. Or, si vous consommez beaucoup plus de fruits et légumes, on le verra vers la fin, parce que c'est ce que recommande le guide alimentaire canadien, de consommer beaucoup plus de fruits et légumes. Généralement, les fruits et légumes, là, c'est des produits naturels, ce ne sont pas des produits qui sont transformés. Donc, ça va vous apporter les nutriments et puis, ça va vous permettre de vous rassasier peut-être rapidement sans dépasser forcément ce que vous devez consommer comme apport. Mais comme on l'a dit, l'étiquetage nutritionnel, là, c'est tout un chapitre là,
pour montrer aux gens comment l'utiliser. Et souvent, c'est très, très difficile. C'est ça aussi la complexité avec les affaires de nutrition. Alors, on a eu une bonne discussion. Moi, je vais avancer très, très, très rapidement avec les prochaines diapositives. Et puis, on pourra discuter un peu plus tard encore vers la fin de notre présentation. Alors, normalement, OK, cuisiner ou encore manger en bonne santé, ça ne devrait pas être quelque chose de difficile. Ça ne devrait pas nous prendre aussi beaucoup de temps ou ça ne devrait pas être cher. Okay? Mais je parle de cela sous réserve parce que les expériences ou ce que vit chacun n'est pas forcément la même et surtout, comme je te dis, avec l'inflation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, lorsque vous allez à l'épicerie, avant là, vous allez puis vous passez, puis vous n'êtes pas choqué. Maintenant, vous passez, on vous fait passer 3 ou 4 éléments et puis vous êtes retrouvé déjà au-dessus de 50, voire 100, 200 $ qu'il faut payer à la caisse. En ces circonstances, ça peut être difficile de s'alimenter sainement, justement. Alors, voilà quelques idées peut-être que je peux partager avec vous sur comment on peut maintenir une saine alimentation au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. Alors, on l'a dit, lorsque nous prenons de l'âge, il est très important d'avoir une variété d'aliments que nous devons consommer parce que chaque aliment va nous envoyer des nutriments spécifiques dont l'organisme a besoin. Donc, quand on prend de l'âge, il se peut qu'on consomme moins d'aliments avec tout ce que j'ai expliqué, les facteurs biologiques et physiologiques qui peuvent arriver. Mais il n'en demeure pas moins que nous n'avons pas besoin des nutriments. Il y a des nutriments qui sont essentiels, comme par exemple le calcium ou la vitamine D, qu'on a besoin par exemple pour la santé de nos os. Donc c'est pour ça que vous allez voir que le médecin ou le nutritionniste peut vous recommander de prendre par exemple des suppléments. Pourquoi ? Parce que quand on regarde notre consommation alimentaire, on ne peut pas avoir tous les nutriments dont on a besoin pour combler nos besoins, par exemple. Alors, consommer une variété d'aliments santé, et quand on parle de variété d'aliments santé, c'est les végétaux, c'est les fruits, et puis les aliments à grains entiers, et puis les aliments qui sont de bonnes sources de protéines. Là, on pourrait se demander, mais c'est quoi ces aliments-là? Parce que la variété d'aliments-là, c'est ça. Il faut mélanger, il faut avoir une alimentation monotone. Par exemple, en ce qui concerne les fruits et légumes. Les fruits et légumes, c'est les fruits verts, là, les légumes verts. Pensez je sais pas moi, aux épinards, aux feuilles, peut-être pour ramener ça à nous, notre contexte, aux feuilles de manioc, aux feuilles d'épinards, aux feuilles de patates qu'on va acheter, même si on s'en va les acheter dans nos épiceries asiatiques, là, nos épiceries tropicales, voilà, nos épiceries tropicales. Donc, les aliments feuillés qui sont verts, ça, c'est quelque chose à encourager. Tout ce qui est aussi les produits qui sont de couleur orange. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est généralement à cause de la vitamine A. La carotte ou encore la patate douce à chair jaune, tous ces aliments qui sont feuillés verts, là, ça vous apporte non seulement des minéraux, mais ça vous apporte d'autres nutriments que vous pourrez retrouver dans les fruits, que sont par exemple les vitamines. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les aliments à grains entiers. Alors, que ce soit le blé, l'avoine ou encore le riz. Okay? Généralement, on a tendance à manger le riz blanc. Okay? Le riz qui est complètement blanchi, là, c'est parce que on favoriserait ou on encouragerait. Peut-être que pour une question de goût, on va acheter le riz blanc, une question de goût, même de présentation, pour vous montrer comment la question de la nutrition peut aller à des degrés plus élevés, parce que de la manière ça se présente, c'est plus beau, donc on va acheter le riz blanc. Mais le riz blanc, c'est quelque chose que c'est juste, des sucres, là, ça vous apporte plus d'énergie. Mais en même temps, ce riz blanc-là, ben, vous pouvez le combiner avec des sauces feuilles. Okay, des sauces feuilles qui peuvent accompagner cela parce que vous pouvez combler avec, les nutriments. Même les pâtes alimentaires. Pour que la présentation, c'est important parce que je me rappelle quand j'ai vu les œufs blancs pour la première fois, étant habitué à des œufs bruns en Afrique, je me suis dit non, c'est sûr que ça n'a pas bon goût. Les œufs blancs? Oui. Non, mais les œufs dont la coquille est blanche. Oui, mais c'est juste la coquille. La coquille, vous ne la mangez pas. C'est psychologique.
Oui, exactement, exact. Et ça, c'est la dimension sociale, culturelle de la nourriture. Souvent, il y a des gens qui vont bien manger lorsqu'ils mangent avec d'autres personnes plutôt que s'ils mangent seuls, par exemple. Et pour nous, Africains, souvent, s'asseoir manger seul, c'est moins appétissant que si on mange avec des amis, avec la communauté. Et ça, c'est des stratégies qu'on peut utiliser, par exemple, avec les personnes âgées pour les aider à mieux s'alimenter. Les aliments protéiques. Alors, les aliments protéiques, si vous voyez dans la liste ici, on a les œufs, on a les noix et les graines, on a les crustacés, le poisson, comment on appelle, les haricots, les pois, lentilles, la viande maigre, ok? Ou encore la viande sauvage, les produits qui sont moins riches en gras comme le yaourt écrémé, enfin le lait écrémé ou encore le yaourt, et puis aussi des boissons qui sont fortifiées. Généralement, quand on parle de viande, de protéines, les gens pensent tout de suite à la viande. Et nous, moi personnellement, qui viens d'un pays sahélien, je suis un bon mangeur de viande. Et Bernabé l'a dit tout à l'heure, on mange beaucoup de viande. Et ce qui peut être problématique pour nous, c'est la viande rouge. Parce que la viande rouge, là, ça contient du mauvais gras. Ok, ça contient du mauvais gras, ça va donc les gras saturés ou encore les gras trans qu'on va retrouver dans, je vais dire, les produits du beurre ou les produits qui sont transformés. Et ça a un effet négatif sur notre santé cardiovasculaire. Ok, donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter le plus possible pour aller vers les produits comme les produits de la volaille et autres, qui sont les viandes blanches là, qui elles contiennent moins de ces viandes-là, de ces mauvais gras-là. C'est pour ça que quand vous partez à l'épicerie, vous allez voir que la viande maigre, quand on fait la viande hachée, là, le bœuf haché maigre est plus cher que la viande hachée qui est non maigre ou qui est demi-maigre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de bonne qualité. Et pour avoir ces produits-là, je ne sais pas, les gens ils font toutes sortes de calculs de ce qu'ils mettent à l'intérieur. Mais on peut bien se faire une source de protéines en consommant, par exemple, les légumineuses. Okay? Le haricot, les pois, les noix, tout ça, ça nous amène aussi des protéines. Alors, les aliments qui sont conservés, ça, c'est souvent peut-être des stratégies d'économie. Okay? Des aliments qui sont en conserve, les tomates et autres, ou encore toutes sortes de fruits et légumes que vous pouvez voir en canette. Oui, c'est des produits qui ont une bonne valeur nutritionnelle, mais il faut bien regarder l'étiquetage parce que ces produits-là, généralement, on va mettre des éléments à l'intérieur pour la conservation. Et généralement, ce qu'on va faire, peut-être que c'est le sel qu'on va mettre, par exemple. Donc, si on met du sel, regardez bien la quantité de sodium que ce produit-là va vous apporter. Et quand je parlais de l'étiquetage nutritionnel qu'il faut vraiment bien connaître ou essayer d'évaluer, ça, c'est des choses qu'on peut regarder pour dire, tiens, ça, c'est trop riche en sel, peut-être que je vais prendre un autre qui est moins riche en sel. Ou bien aussi les produits qui sont congelés, par exemple. Ça, c'est des options souvent qui sont moins chères. Est-ce qu'on a des problèmes avec nos sens, à savoir donc le goût ou encore l'odorat? On peut trouver différentes stratégies parce que je l'ai dit, plus on prend de l'âge, ces éléments-là vont disparaître. Est-ce que parce que je commence à manquer de goût, peut-être qu'il faut trop saler ma nourriture? Non. Peut-être que je vais utiliser d'autres épices qui vont rehausser le goût de mon repas plutôt que de mettre du sel. Parce que le sel, lui, il est comme un problème pour la santé, là. Okay? Changer la température des repas, la texture, tout ça, ce sont des stratégies pour m'encourager à mieux m'alimenter. Il y a aussi des aliments qui sont peut-être difficiles à manger à un moment donné parce que c'est trop dur. Okay? Au lieu de manger des carottes crues, par exemple, je pourrais les faire cuire un peu à la vapeur pour essayer de les ramollir ou changer par des aliments qui sont moins durs à être consommés parce que j'en ai besoin de consommer. L'eau, finalement, 1,5 à 2, voire 2,5 litres d'eau par jour. Donc, il faut boire régulièrement de l'eau parce que notre désir de soif va baisser aussi avec l'âge. Donc, souvent, nos signaux de soif là peuvent ne pas fonctionner. Donc, on doit garder à l'esprit que nous devons nous hydrater tout au long de la journée. Il faut boire de l'eau après les repas, même si nous prenons des casse-croûtes, il faut boire de l'eau.
remplacer l'eau à la place des boissons qui sont riches en sucre, parce qu'on a parlé de la question du poids tout à l'heure ou de l'énergie de façon exagérée. Et puis, il y a d'autres aliments qu'on peut consommer qui peuvent nous aider à combler, je veux dire, nous permettre de nous hydrater. Le lait faible en gras, par exemple, les soupes ou les boissons qui sont faibles en sodium, les fruits et les légumes peuvent contribuer à notre hydratation. Et puis aussi, je veux dire, on a des produits, des boissons qui sont faites à base de plantes et souvent on va mettre du sucre ajouté. Ça, c'est des choses qu'il faut par exemple proscrire. Une autre difficulté à laquelle on peut faire face, faire l'épicerie pour 1 ou 2 personnes. Bon, ça peut être un défi pour aller faire l'épicerie pour 2 personnes dans le sens où on peut acheter et puis peut-être qu'on va perdre parce qu'on n'a pas envie d'aller acheter des choses et puis les jeter. En ce moment, il faut développer des stratégies pour voir quels sont des repas qui vont nous permettre de ne pas justement faire le gaspillage. Et pour cela, avoir toujours une liste d'épicerie, choisir les aliments qui sont moins dispendieux. Et ça, c'est très vrai pour la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On peut trouver des aliments santé en regardant par exemple dans les flyers que nous avons ou encore souvent il y a qu'on appelle des remises peut-être pour l'âge d'or, dépendamment de l'endroit où on se trouve. Et puis aussi, faciliter notre shopping, si on peut le faire en ligne. Je pense que tout à l'heure, Rose a parlé du fait qu'il peut y avoir des stratégies qui peuvent mettre en place pour aider nos seniors à faire facilement leur épicerie. On peut faire l'épicerie avec quelqu'un, on peut diviser les charges par rapport à cela ou les quantités, le service de livraison, ça c'est des choses auxquelles on peut penser, on peut imaginer des choses pour nos communautés, ou encore souvent il y a des transports organisés dépendamment de l'endroit où on se trouve, ça peut être des centres de personnes âgées ou encore des centres communautaires qui peuvent organiser ce genre de choses. Et puis finalement, cuisiner pour 1 ou 2 personnes. Pour nous, familles africaines, ça peut être quelque chose de très, très, très difficile. Parce qu'on est habitué à préparer pour la famille en grande quantité. Donc là, quand il faut préparer pour 2 personnes, ça peut être un gros défi. Moi, personnellement, j'aime faire la cuisine, mais je suis incapable de préparer des petites quantités. C'est comme si c'est quelque chose que je n'arrive pas. À chaque fois, je me dis, OK, je vais faire juste un peu aujourd'hui, mais une fois que c'est cuit, ça y est en grande quantité. OK? Donc, c'est dans le sang. C'est sanguinaire. Voilà, c'est ça. Donc, on est habitué à cuisiner pour les grandes familles, ou bien peut-être que on n'a jamais cuisiné aussi. Et puis là, on se retrouve à 2, et puis là, il faut maintenant faire la cuisine. Je suis avec, par exemple, madame et les enfants. OK? Madame, quand elle était en santé, on était tous en santé, c'est elle qui cuisinait tout le temps. Là, les enfants maintenant sont partis, parce que les enfants, après, ils n'ont plus la relève. Et là, maintenant, on est 2 dans le couple. Moi, je ne sais rien faire de mes 10 doigts en termes de cuisine. Logique que madame est malade, qu'est-ce que ça devient? On a un gros problème. OK? Donc ça, c'est des défis auxquels on peut faire face. Donc, cuisiner, au moment où on sent que vraiment on a de l'énergie aujourd'hui, on peut faire un peu cuisiner. Et puis cuisiner, soit pour des nourritures qu'on peut manger, par exemple, 2 fois, sans forcément en avoir mal, hein. Okay, je peux manger ça aujourd'hui puis manger encore le même repas demain. Ça me permet de sauver une journée ou faire des grandes quantités et puis les garder pour les utiliser un peu plus tard. Il y a aussi qu'on peut s'arranger avec un ami pour cuisiner de façon alternative. Ça permet de partager les tâches, puis ça permet aussi à chacun de découvrir peut-être des recettes ou des traditions d'autrui. Bon, ça c'est une approche, je pense que nous en tant que communauté africaine, là, c'est pas des choses qui fonctionnent trop, mais quand on est dans un contexte où on vit avec de nouvelles réalités, il faut pouvoir s'adapter. Manger avec les autres, c'est très bien d'avoir de la compagnie lorsque nous pouvons manger. Non seulement c'est bien pour notre santé mentale, mais ça peut nous encourager à manger davantage, comme je le disais tout à l'heure. OK? S'il y a des possibilités de trouver des moyens pour aller manger avec les autres, par exemple, des groupes de déjeuner, manger avec un voisin, dans le contexte ici, oui, souvent c'est difficile, on ne peut pas le faire tous les jours, mais on peut créer ces occasions-là. Inviter des membres de la famille, des potlucks avec des proches de gens que nous connaissons. Il y a certains centres qui organisent par exemple des lunchs mensuels ou encore il y a des cuisines communautaires où on peut partir échanger avec les gens.
pour se battre contre cette solitude-là, ou bien même si on a cette solitude-là, souvent, ben, essayons de créer des environnements ou des atmosphères qui nous rendent, tu vois, heureux. Faire par exemple une nouvelle recette peut être quelque chose comme on va à la découverte là. Okay? Ça peut nous amener à vouloir cuisiner. L'endroit où on se sent le mieux chez nous pour pouvoir consommer, ou encore tout simplement jouer de la musique en faisant de la cuisine ou en prenant son repas. Voilà autant de petites choses qui peuvent nous amener à augmenter nos prises alimentaires pendant que nous prenons de l'âge. Alors, la question de la COVID-19 est venue et puis avec l'âge aussi, on peut être confronté à des problèmes de santé qui peuvent faire que notre approvisionnement peut devenir difficile. Ça peut être peut-être le climat, comme les tempêtes de neige, ou bien tout simplement parce qu'on a fréquemment en mauvaise santé, parce on prend de l'âge justement. Ben, il faut essayer d'avoir quand même ce qu'on appelle un garde-manger chez nous. Okay, vous pouvez mettre des produits qui sont non périssables, que ce soit le beurre d'arachide, le lait en poudre, les aliments, que ce soit les légumes ou les fruits en canne, dans des boîtes ou encore dans des pots. Tout cela, on peut les utiliser un peu plus tard. Le riz, les pâtes. Et puis dans notre frigo aussi, on peut mettre un certain nombre de variétés d'aliments qui nous permettent donc d'avoir cette variété dont on parle. Et puis à tout moment, même s'il y a une urgence qui fait que finalement, on ne peut pas aller chercher peut-être de la nourriture. Et puis autour de nous, on peut également regarder les ressources communautaires qui existent. Souvent, on a toutes sortes Souvent, peut-être qu'on ne se renseigne pas. Peut-être que ça aussi, c'est un des problèmes qu'on a. Nous, souvent, on est dans notre coin, il y a des services qui existent. On ne cherche même pas à savoir si ces services-là existent. Oh, pourtant, ils sont là et puis c'est pour la communauté et puis on peut les utiliser. Okay? Donc, il peut y avoir, par exemple, des services pour accompagner les gens, pour aider les gens à faire l'épicerie ou encore délivrer les repas, les clubs déjeuners qui existent également ou encore des cours de cuisine, tout simplement qu'on peut participer et puis des services aussi volontaires qui peuvent aider le monde, surtout les personnes âgées, à se faire leur épicerie. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup vu lorsqu'il y avait la COVID-19 qui était arrivée. Alors, je vais conclure rapidement parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et puis on pourra discuter. Je vais juste finir ma présentation ici pour dire que c'est sûr qu'il y a une certaine, je veux dire, diversité en termes des besoins nutritionnels lorsque nous prenons de l'âge. OK? Et il y a un certain nombre de stratégies qu'on peut essayer d'utiliser pour essayer donc de combler cela, comme les quelques-unes que j'ai données ici. Il y en a certainement d'autres que vous connaissez bien certainement. Mais ce n'est pas un problème qui est facile à résoudre. Et on l'a vu clairement avec la définition de la sécurité alimentaire. Comment est-ce que ça peut être vraiment très, très, très complexe avec plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération pour arriver à une santé, une alimentation saine. Parce qu'il faut garder à l'esprit que la complexité vient du fait qu'il y a des facteurs qui sont individuels sur lesquels peut-être que nous pouvons agir, mais il y a d'autres déterminants qui sont malheureusement hors de notre contrôle. Tout à l'heure, on a parlé par exemple de l'inflation, du manque de ressources. Souvent, c'est les politiques qui sont en place qui vont influencer cela. Les politiques de prix, les politiques de retraite ou encore de soutien social qui peuvent aussi influencer en tout cas, notre manière de nous alimenter. Et puis bon, on peut regarder comment est-ce qu'on peut combiner tout ça à notre niveau. Alors, faire des choix santé. Tout ce que nous mangeons de façon régulière a un impact sur notre santé. À l'étape actuelle de la recherche, les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de sel, des gras saturés, ce sont des choses qu'il faut éviter le plus possible. Il faut regarder la table de composition des aliments pour pouvoir comparer nos aliments. Si je prends par exemple tel aliment et puis je prends les deux options, si je vois qu'il y a une option où il y a beaucoup plus de sucre ou de sel par exemple, si c'est le même aliment, je vais préférer celui qui a moins de sel. Parce que je sais que la même quantité que je vais consommer, ce n'est pas la même quantité de sel que ça va m'apporter. Et puis finalement, un guide. C'est ce que je disais, ce qui va nous guider vraiment le plus possible lorsque nous faisons notre plat
avant le guide alimentaire canadien, on donnait des portions qu'il fallait consommer. Là, on a dit que non, les portions, ça ne fonctionne pas. C'est très difficile de travailler avec les portions. Et le nouveau guide vous présente juste un plat. Un plateau, vous devez faire une assiette. Ce qu'on voit ici, là, c'est que la moitié de votre assiette doit être faite de fruits et légumes. Et vous regardez, vous avez toutes sortes d'options que vous voyez ici. Vous avez des feuilles, vous avez des fruits, vous avez certains tubercules, etc., etc. Et puis, un quart doit être fait de produits riches en protéines. Et quand on parle de produits riches en protéines, vous voyez qu'il y a la viande rouge, il y a la viande blanche, il y a du poisson, il y a des lentilles, il y a des œufs, il y a du yogourt, il y a du tofu. Donc, il y a plusieurs types de protéines qu'on peut, combiner. Et puis, finalement, l'autre cas, c'est des produits qui sont riches en grains entiers, parce que les produits riches en grains entiers nous apportent aussi beaucoup de nutriments, à savoir donc des minéraux, des vitamines, etc., etc. Donc, ça, c'est l'image que je vais vous laisser à partir avec. Peut-être que ça va orienter un peu nos choix alimentaires. Et puis, toujours, ce qu'il faut modérer, c'est vraiment, la viande rouge, les produits riches en sel, en sodium, etc. Et puis, ce qu'il faut vraiment consommer en grande quantité, c'est les fruits et légumes, d'autant plus qu'ils sont naturels, donc ça ne devrait pas poser de problème à ce niveau. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, par exemple, des sites qu'on peut consulter? Moi, c'est vraiment surtout par rapport à la nourriture africaine, hein, des sites qu'on peut consulter, ou bien des nutritionnistes. Est-ce qu'on peut trouver des nutritionnistes qui sont spécialisés dans la nourriture africaine et caribéenne? Moi, j'aimerais vraiment avoir des informations là-dessus. C'est sûr que ça, c'est vraiment, je pense que c'est aux États-Unis quand même, ils sont plus ou moins bien organisés. Il y a comme des regroupements, des associations, des nutritionnistes qui essaient de, je pense que j'avais vu un site un temps, je n'ai plus le lien, mais qui parle de des recettes africaines, la tradition africaine, les recettes, comment est-ce qu'on peut adapter les recettes africaines en fonction donc des besoins nutritionnels. Parce que, vous l'avez dit, moi personnellement, souvent pour faire l'épicerie, je fais plus d'épicerie dans des épiceries tropicales plutôt que autres, là, parce que c'est là-bas que je trouve les aliments que je souhaite. Ce qui est intéressant, c'est que là-bas, quand on arrive, généralement, les produits qu'on trouve là-bas, c'est des produits qui sont légèrement transformés. Que vous allez chercher la poudre de okra, là, c'est la poudre okra qu'on a écrasée, on a mis. Là, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas s'ils ont mis des affaires et autres, mais on est supposé recevoir des produits qui n'ont pas de conservateurs ou encore d'autres produits qui ont été ajoutés. Donc, si cette base, lorsque je vous présente l'assiette là tout à l'heure, avec il faut manger le maximum de fruits et légumes par jour, là, tout ce qui est légumes africains que vous connaissez, qui sont verts, les feuilles, allez-y avec ça. Là. La chance qu'on a ici, on a une certaine variété aussi de fruits. Moi, je sais que la variété de fruits que j'ai aujourd'hui à l'épicerie, je n'ai pas ça au Burkina Faso. Voilà. Mais au Canada, ici, des sites qui sont spécifiques à l'alimentation aux Africains, je n'en connais pas tant que ça. Mais si c'est des informations sur la saine alimentation et autres, là, vous pouvez aller sur les liens comme l'Ordre des diététistes du Canada, l'Ordre des diététistes de l'Ontario. Vous allez avoir toutes sortes de liens qui vont vous amener sur comment vous alimenter sainement. Et puis aussi, il y a le lien sur le guide alimentaire canadien. Vous allez voir que la présentation que j'ai faite aujourd'hui, même sur les seniors, c'est des informations qui sont sur le site du gouvernement, sur le site de Santé Canada. Maintenant, en ce qui concerne les nutritionnistes, c'est sûr qu'ici, un des problèmes, pour voir un nutritionniste sur la base de votre cadre d'assurance maladie, par exemple, ça prend que vous soyez référé par un médecin. Vous ne pouvez pas aller, c'est comme un spécialiste. Maintenant, vous pouvez aller voir aussi un nutritionniste sur la base privée. Mais généralement, les nutritionnistes ou les diététistes, on ne va pas les voir comme ça par réflexe pour dire non, je veux aller prendre des orientations. Seulement, on le fait lorsque on est malade et qu'on nous amène vers ces personnes-là. Mais idéalement, si on a les moyens, on peut aller voir un nutritionniste
puis vous pouvez lui parler de ce que vous mangez, enfin, un diététiste, de ce que vous avez comme habitude alimentaire, et puis la personne peut faire un plan nutritionnel pour vous. Ce que je ne fais pas, parce que moi, je fais un peu santé publique, nutrition publique, je ne suis pas diététiste, donc je ne peux pas vous donner des recettes spécifiques, quand bien même je peux aller faire, moi, des combinaisons, regarder un peu sur la base de mes connaissances, et puis trouver quelque chose pour moi. Mais je ne suis pas habilité, par exemple, à donner des conseils qui sont spécifiques par exemple à des problèmes de santé particuliers. Mais je peux donner des conseils d'ordre général comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ça vous laisse toujours sur votre faim. Mais... Non, ça répond pas mal et puis ça donne des pistes où aller chercher. En tout cas, merci. Très, très belle présentation qui mérite d'être poursuivie. Merci beaucoup. Je suis tellement content de ce thème-là sur la nutrition. Je dis vraiment un gros bravo à DDI et à M. Charles Dabonnet pour la présentation. Vraiment, ceux qui ont déjà eu 50 ans comme moi et pour ma communauté, je pense que je vais contacter DDI, soit DDI Alberta ou bien de la présidente de Gatineau pour voir comment on peut répéter cette présentation dans une communauté plus large. Merci, c'était très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Prosper, pour vos commentaires. Donc, on peut voir ici, comme il a présenté au début, que l'éducation aussi, c'est comme un déterminant de la santé. Et je suis sûre qu'ici, autour de la table, ce sont des personnes qui ont un minimum un bac canadien. Donc, plus on connaît, plus on se sent ignorant, plus comme on est un peu, on prend mieux soin de soi. Moi, j'ai une petite question ou plutôt une grande question parce que vous avez mentionné au début de votre présentation que il y a plus d'aînés qui vivent encore comme seuls chez eux et tout, ce qui est bien, c'est plutôt bien parce que je pense que tout aîné aimerait comme être indépendant le plus longtemps. Mais ces aînés-là, je dirais qu'ils sont un peu chanceux dans le sens que quand ils étaient jeunes, on n'avait pas tous les changements qu'on a présentement. Donc, la grande partie de leur vie, ils se sont alimentés de façon comme bio, comme vous avez utilisé. Maintenant, il y a vraiment comme de plus en plus d'aliments comme OGM qui sont transformés et tout. On a comme les bananes qui sont transformées. Bientôt, on aura même de la viande. C'est comme tout ce qu'on mange, c'est un peu OGM et tout. Et même quand on parle de organique, ce n'est plus ça. Ce n'est plus vraiment ça. Et c'est quand même inquiétant c'est la jeune génération, un peu comme nous autres, là. Est-ce qu'on va réussir à atteindre cet âge-là avec la même vigueur que ceux qui sont aînés aujourd'hui ont? C'est pas une question, c'est pas Non, mais je pense que c'est un très bon commentaire que vous faites là. Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met toutes ces politiques en place pour promouvoir la saine alimentation, la pratique de l'activité physique, etc., etc. Avant, quand les gens travaillaient dans les champs, ils cultivaient avec la daba et autres, là, c'est à qui tu allais dire qu'il faut faire de l'activité physique? Le gars, il fait déjà de l'activité physique en produisant sa nourriture qu'il va manger. Mais on est rentré dans un monde qui est industrialisé. Tout est devenu maintenant mécanique. Tout est, souvent je le dis là, à peine vous serez maintenant assis chez vous dans votre télévision et puis vous allez dire, OK, spaghetti. Et puis vous allez voir un robot qui va prendre la nourriture, venir vous donner. Vous allez dire de l'eau. Puis quelqu'un va venir, une machine va venir vous donner de l'eau. Et on devient sédentaire. Mais quand cette sédentarité-là a commencé, on était bien content d'avoir nos autos, nos ordinateurs, rester à la maison. Mais après, on s'est rendu compte que ça a un impact négatif sur notre état de santé. Les maladies chroniques ont commencé à augmenter et souvent, maintenant, c'est que les gens vont contacter ces maladies-là un peu plus tôt. Donc, ce que vous dites là, c'est vrai. Peut-être que dans 100 ans, les statistiques ne seront pas comme ça. Les gens à 65 ans et plus, là, peut-être qu'ils ne seront pas forcément en mesure de rester chez eux et de se prendre en charge. Parce que le 93% que j'ai donné là, c'est les gens de 65 ans et plus. À 65 ans, dans un contexte comme le Canada, vous n'êtes pas aussi vieux que ça. Vous avez encore la possibilité de vous prendre en charge.
Mais l'autre partie de la statistique qu'il faut regarder, c'est que dans ce groupe de 65 ans et plus, les 80 ans et plus sont en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie augmente à force de la technologie qui avance, les médicaments et autres, mais les gens vivent plus longtemps avec les maladies chroniques. Et en ce moment, ce n'est pas évident qu'on puisse rester seul pour se prendre en charge avec toutes ces maladies comme Alzheimer, ces maladies chroniques comme le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires, AVC et autres. Vous ne sortez pas de ça et puis vous continuez à vivre tout seul. Donc, c'est vraiment un problème complexe. Donc, tant qu'on peut s'éduquer, s'auto-éduquer, puis éduquer aussi nos enfants, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Nos enfants, aujourd'hui, quand on sort avec eux, oh, je vais aller au McDo, je veux des frites et autres, on achète ça pour eux. Idéalement, peut-être qu'on devrait leur refuser ça, mais en même temps, on est dans un contexte environnemental où c'est difficile. Donc là, ça devient comme un gros dilemme pour lequel je n'ai pas forcément la solution, mais essayons peut-être de donner ces saines habitudes à nos enfants et puis de les adopter aussi, nous aussi. Là. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'était très informatif. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, je sais qu'on est déjà 19h03 ici, donc je crois qu'on est correct pour conclure notre rencontre. On va certainement vous reparler parce que ça a suscité beaucoup d'intérêt et puis on trouve vraiment que c'est important d'éduquer notre population. Donc, on va certainement vous recontacter pour planifier une autre rencontre. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, j'étais surtout content aussi du fait qu'on ait vraiment que les gens aient participé, qu'on ait discuté. On n'a pas vu le temps passer finalement.